tout d'un coup, on va être submergé par la foule qui arrive de l'escalier. Il n'est pas encore 10 heures. Hein. Oui, Et à partir de maintenant, il ne faut plus dire de bêtises car nous sommes enregistrés. Olivier. d'accord. J'ai jamais vraiment bien fait la différence entre les bêtises et les non-bêtises. Là aussi, c'est une question de quantification, mais C'est angoissant, hein, cette appréhension de la porte qui va s'ouvrir et qui va laisser passer un elle s'est flot déjà de… ouverte puisqu'on est déjà 9 participants. Ah, comment tu vois ça, toi? Ah ben, je clique, je regarde dans Ah ouais. le menu, il y a un bouton participant, il y a marqué 9 et j'en vois que 5. Ah non, il y a des spectateurs, il y Il a y a un les onglet spectateurs. spectateurs. Oui, voilà, tout à fait. Là, il y a 4. Bonjour Alice, bonjour Bruno, bonjour Michael et bonjour Philippe. Alors, peut-être que tu peux les passer, comme on avait dit, peut-être que Audrey, tu pourrais les passer en panélistes. Et il y a Christine aussi, je dis bonjour à Christine maintenant. Oui, ça marche parce que ça, on les voit arriver. Rebonjour Bruno et Philippe. Alors, bonjour, je mets la caméra. Voilà. Bonjour. Voilà, Philippe. bonjour à tous. Alors, on attend que la salle se remplisse. Audrey, c'est Hervé. Est-ce que tu pourras préparer, lorsque tout le monde sera présent dans la salle, le postage sur le chat d'un lien vers la lettre Esprit scientifique? Je pense qu'il vaut mieux attendre que tout le monde soit là parce que de mémoire, quand on arrive plus tard, on n'a pas forcément accès au chat initial. Oui, tout à fait. Donc, je le dirai dans le petit topo de bienvenue. Et à ce moment-là, clique, tu feras clac. Et on a le partage d'écran aussi, qui en est panéliste. Eh bien, est-ce que tu l'as, toi, par exemple? Non, il est désactivé, Audrey, pour les… Ah oui. Alors, du coup, il faut que je le redonne, mais je peux le donner. Alors, je vais regarder. Est-ce que ça a changé quelque chose là? Alors, attends, je vais te dire ça. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Super. Super, voilà. On voit le groupe des spectateurs qui se vide et qui remplit le groupe des panélistes. On peut expliquer aux personnes qui nous ont rejoints que donc on est en format webinaire et donc il y a d'un côté les panélistes, de l'autre les spectateurs et Audrey avec sa dextérité habituelle est en train de vous faire passer du groupe des spectateurs au groupe des panélistes. Voilà. Et en fait, le problème, c'est le problème que le groupe des spectateurs se remplit au fur et à mesure que tu vides. Voilà.
Et Audrey, c'est toi qui peux vérifier les participants actuels et puis la liste d'inscrits que tu avais pour nous dire quand est-ce que tu penses qu'on peut démarrer au regard du taux de participation. Oui, en fait, on peut être 22. D'accord. Ok, donc comme on est 13 à être arrivé en 5 minutes, on peut considérer qu'on se donne encore 5 minutes selon une règle de 3 très Oui. simple et on aura forcément dépassé les 22. Ça va, donc on commence à 10h10. OK. Alors.
Bon, chez moi, il est 10h10 Ouais, et malheureusement, ma règle de 3 n'a pas fonctionné. Comme quoi, c'était bête. Donc, je propose qu'on commence et puis nous, les gens, les retardataires, nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, je vous dis bonjour. Je suis Hervé Prévost de la Fédération nationale des Francas et un des membres du groupe d'appui éducation populaire aux sciences et par les sciences au sein du CNAGEP. Donc, je suis chargé d'ouvrir ce webinaire. Ce que je propose pour les présentations des uns et des autres, c'est qu'on le fasse au fur et à mesure des prises de parole, plutôt que de faire un tour de piste maintenant. Donc, un petit rappel, parce que je pense que tout le monde n'était pas forcément présent au webinaire de l'année dernière. Donc, le groupe d'appui dont j'ai parlé est un groupe d'appui qui ne demande qu'à s'élargir. Ça, c'est le premier item. On en reparlera aussi au moment de la conclusion. Qui est actuellement composé de l'Association française d'astronomie, de Planète Science, des CMEA, des MJC un temps, mais pour l'instant, ce n'est plus trop le cas. Et Audrey et Olivier, vous pouvez m'aider parce que je sais qu'il y a un collègue peut-être de Peuple et Culture qui nous a rejoint depuis quelques temps suite au webinaire. Voilà. Oui. Et donc, ce groupe d'appui, il a pour vocation à déjà échanger entre ses membres et puis à montrer quelle est l'importance du sujet éducation populaire et sciences. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on a édité en janvier 2021 une lettre que Audrey va remettre en lien dans le chat si jamais vous ne la connaissiez pas. Qui était une lettre adressée à nos structures, donc aux structures d'éducation populaire, et qui militait sur le titre « L'esprit scientifique, un cap à tenir pour les associations d'éducation populaire ». Et en gros, on était parti du constat, on se rappelle, hein, janvier 2021, on était en pleine pandémie, mais ce n'était pas le seul motif. Et donc, les deux éléments forts qu'on mettait en exergue, c'était d'un côté la montée du complotisme et du procès systématique de la science, et par ailleurs, ce qu'on avait appelé le lobbying déterminé d'une partie du monde économique pour discréditer des critiques de la science en taxant ses auteurs d'obscurantistes. Voilà, donc ça nous avait conduit à rédiger cette lettre. Dans la foulée, on avait organisé un webinaire qui avait connu plutôt un bon succès avec une assez forte mobilisation, ce qui était important pour notre petit groupe parce qu'on avait parfois l'impression d'être très peu à s'intéresser à ces questions-là. Et dans la foulée du webinaire, on avait retenu que on pourrait organiser des temps d'échange autour d'aspects pratiques, hein, puisque le webinaire de l'année dernière était plutôt un webinaire très général sur la question de l'esprit critique et dans l'éducation. Et donc, aujourd'hui, on ouvre, on l'espère, un cycle de webinaires un peu plus opérationnel. Et il nous a semblé que sur la question du croisement entre esprit critique, éducation aux sciences, éducation aux médias, le programme développé par l'AFA depuis à peu près un an qui s'appelle Infox, autour du traitement des fausses informations scientifiques, était un exemple qui nous semblait très, très opérant et très emblématique de ce qu'on pouvait faire pour croiser ces différentes dimensions. Voilà, donc ce webinaire, il va se décomposer après cette petite introduction en deux parties. Il y a Marie Grand de l'AFA qui est en charge de l'animation de ce programme qui va nous présenter quel est ce programme pédagogique Infox. Alors, en essayant,
au-delà des aspects de présentation pour qu'on comprenne bien ce que c'est, de donner son point de vue, mais elle pourra sans doute être complétée aussi par Éric Pianoël et Olivier Lasvernias sur en quoi ça répond à tout ou partie des éléments d'enjeu qu'on a posés dans la lettre sur l'esprit scientifique. Et puis le deuxième temps, ça sera bien évidemment un temps d'échange sur ce projet-là, mais aussi de complément de ce que les uns et les autres, on a aussi dans nos structures, parce que c'est une évidence, mais je préfère la dire. Je disais que c'était un projet emblématique, mais ce n'est pas le seul qui croise éducation aux médias, esprit critique et éducation aux sciences. Voilà, donc on est sur ce deuxième temps, échange complément, où on est tous et toutes en questionnement, mais aussi force de proposition. Et donc, voilà, c'est très bien aussi que symboliquement, on soit tous panélistes et pas spectateurs et panélistes à ce webinaire, parce qu'on a tous à apporter quelque chose. Voilà. Et je crois que c'est Bruno qui mettait dans le chat un petit clin d'œil sur le sujet d'actualité. Donc, je ne sais pas si on va se placer sous l'actualité du prix Nobel attribué à un jeune scientifique français de 75 ans, mais forcément, parce que je dis ça un peu en blaguant, parce qu'on revendique aussi dans d'autres documents que le qualificatif de scientifique ne peut pas s'appliquer qu'aux seuls scientifiques universitaires, mais aussi justement à tous les gens qu'on entraîne avec nous dans nos projets associatifs. Mais néanmoins, si vous l'avez entendu ce matin à la radio, au-delà de la présentation de son projet de recherche, il a parlé justement des sujets dont on va discuter ce matin, c'est-à-dire voilà, des complotismes notamment, et de la remise en cause au moment justement du Covid de la science. Donc forcément, on fait un petit lien avec cette actualité-là pour commencer. Donc Marie, je vais te laisser la parole. Oui, vous m'entendez tous? Alors après, au niveau du temps, bon, je ne sais pas ce que tu as prévu, mais enfin, voilà, tu peux avoir une demi-heure mais bon, si c'est plus court, c'est plus court. Oui. On est tranquillement entre nous, donc voilà. Et on avait dit qu'on dirait quelques mots du contexte, Hervé. Et donc, si ça te convient, on peut peut-être dire dans quel contexte, au préalable, dans quel contexte l'AFA a développé ce programme, si ça vous convient, ou on peut le faire après, comme vous préférez. Mais... Ah bah là, maintenant, la parole est à l'AFA, donc à vous de jouer. Alors, juste en quelques mots pour dire que effectivement, l'Association française d'astronomie, qui est à la fois une association nationale d'éducation populaire, qui est donc à la fois une association de membres individuels et puis un réseau de nombreux acteurs. Donc l'AFA s'est toujours évidemment intéressée à cette question des infox et des fake news, parce qu'en astronomie, c'est un domaine dans lequel on se retrouve très souvent confronté à ce genre de questions. Et puis aussi, pour reprendre ce que vient de dire Hervé, c'est parce qu'on fait partie de celles et ceux qui considèrent que le qualificatif de scientifique ne doit pas s'appliquer qu'à des personnes universitaires. Et alors, pour aller plus loin que ce que disait Hervé, ça sera sans doute un objet de discussion, c'est qu'en fait, non seulement on considère que le qualificatif de scientifique ne s'applique pas seulement aux scientifiques universitaires ou aux personnes qui ont des diplômes scientifiques, mais qu'en fait, le qualificatif de scientifique, ça désigne une méthode et des activités. Et donc, il n'y a pas des personnes scientifiques ou non scientifiques. Alain Aspect, il est aussi, je pense qu'il a un certain rapport à la spiritualité, qu'il a un certain rapport aux émotions, qu'il a un certain rapport à toute une série de choses. Et que, en fait, finalement, l'erreur fondamentale, ça serait de considérer qu'il y a des gens scientifiques, parce que ça entérine l'idée qu'il y aurait une bosse des maths, une façon de penser, etc., que les femmes ou les hommes, ou les grands ou les petits, ou telle ethnie serait plus ou moins comme ci ou comme ça. En fait, l'activité scientifique, le raisonnement scientifique, la façon de penser,
c'est un certain ethos, donc c'est le fait effectivement d'essayer d'avoir des raisonnements logiques, d'essayer de tracer ses savoirs, d'essayer de faire passer ses connaissances, de les relier à des savoirs partagés, etc. Et que ça, on peut très bien, de 9h à 9h15, avoir une partie de son cerveau qui a un raisonnement scientifique, en même temps qu'il est par ailleurs complètement disponible pour d'autres types de points de vue, etc. Et qu'en plus, le raisonnement scientifique mélange de l'intuition, de l'émotion, et donc ce n'est pas quelque chose de froid et de désincarné. Et donc, effectivement, toute la subtilité, c'est de bien voir que finalement, on peut être à la fois pour une partie de sa façon de raisonner dans un raisonnement scientifique et en même temps dans des tas d'autres types de raisonnement. Et l'astronomie, c'est évidemment un champ de réflexion, un champ d'expérience, un champ d'observation qui est vraiment significatif de ça. Alors, ce n'est pas du tout le seul, c'est aussi complètement vrai pour la biologie, pour plein d'autres choses. Mais en tout cas, en astronomie, on a une approche émotionnelle, une approche intuitive, une approche spirituelle, etc., et une approche scientifique. Et donc, pour nous, pour une association d'éducation populaire qui est vraiment dans cette idée du partage du savoir, dans cette idée de la possibilité d'offrir des expériences et d'observation de phénomènes, etc., on ne peut que s'intéresser à cette question de ce qu'on appelle scientifique ou pas. Et évidemment, tout de suite derrière ça, il y a cette question de la place des infox, cette question de la place des fake news, parce que ça rejoint quelque chose de très important, je pense qu'on va en parler, mais qui est l'éducation aux moyens d'information, puisqu'on dit que une caractéristique de l'activité ou d'une séquence d'activités scientifiques, c'est justement d'aller chercher de l'information et d'essayer d'évaluer sa pertinence, etc. C'est une remise en cause de la vérité, donc c'est plein de choses qui sont extrêmement paradoxales. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole pendant 20 minutes, d'autant que c'est beaucoup plus intéressant de parler des phénomènes que de parler de la théorie. Je voulais juste rappeler aussi, je vais partager mon écran une seconde, que en fait, on est sur ce chantier des infox quasiment depuis notre naissance en 1946, et qu'effectivement, par exemple, on a édité en juillet 2021 ce numéro de la revue, qu'on a développé d'ailleurs une souscription qui a permis de l'envoyer dans beaucoup d'écoles et de collèges, d'établissements scolaires, etc. Et donc, cette question de traiter des infox, c'est une question qui est vraiment importante pour nous. Et le programme qu'on va vous… Voilà, j'essaie de vous montrer la Terre plate. Oui, la super lune, vraiment super, c'est quand même très super. Voilà. Donc, cet atelier et cette stratégie autour des infox que va développer Marie se présente vraiment dans un programme d'ensemble et qui est même constitutif de notre mission, en quelque sorte. Et je pense que c'est le cas de la plupart des associations d'éducation populaire et c'est le cas certainement de toutes celles qui œuvrent dans ce champ de l'activité scientifique. Voilà, merci. Et je repasse la parole à Marie cette fois. Ou à Eric, si tu veux compléter, ou à Marie. Et j'arrête mon partage. Je compléterai après Marie. OK. Si besoin. Parfait. Merci Olivier. C'est tout à fait parfait puisque mon introduction était liée au programme global, donc englobant le hors-série. Merci d'avoir fait ça. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon, vous le voyez? Oui. Ok, super, merci. Donc, comme le disait très bien Olivier, le champ des fausses informations dans notre thématique est constitutif de nos actions. Et donc, on a développé un programme depuis 2 ans autour des infox en astronomie et croisant l'éducation aux médias et à l'esprit critique.
Donc, on a développé particulièrement une animation qui s'appelle Débusquer les infox en astronomie. Et ce qu'on propose, c'est de mettre les jeunes, donc entre 9 et 16 ans, mais vous allez voir au cours de la discussion qu'on peut tout à fait le proposer pour des adultes aussi, de mettre les participants dans la peau de journalistes scientifiques, puisqu'on propose d'explorer un champ qui marche plutôt bien, qui est la démarche du journaliste scientifique comme méthode de vérification d'une information scientifique chez nous, en tout cas dans notre champ. Et en fait, toute l'idée et tout ce qui nous a guidés pendant ces mois de développement, de création et de développement, c'est donner les clés et rendre autonomes les enfants, les jeunes, les adultes, les participants pour l'évaluation d'une information, en tout cas d'un contenu qui leur arrive par des médias, qu'ils soient papier ou numériques, et spécifiquement via les réseaux sociaux. On a l'avantage, comme on dit très souvent, d'être dans des champs scientifiques qui ne touchent moins au sensible et à quelque chose de beaucoup plus intime que pourrait être par exemple la médecine via les vaccins et autres, parce que concrètement, les ovnis ou est-ce qu'on est allé marcher sur la Lune ou pas, c'est des questions qui sont très intéressantes, mais ce n'est pas franchement quelque chose qui veut changer le cours de notre vie. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui peut amener à des débats où on peut s'écharper. Donc, profitant de ces infox qu'on dit froides, on a vraiment voulu proposer tout un panel de types de fausses informations, en tout cas, oui, de circulation de fausses informations, pour vraiment étayer et expliquer qu'il y a tout un tas de dysfonctionnements qui donnent lieu à des mauvaises informations et à la circulation de mauvaises informations. Donc, je vous en ai mis plusieurs exemples. Un adolescent qui découvre une cité maya, ça c'était en 2016, 2015. Ça, c'est exactement ce qui représente un mauvais travail journalistique, c'est-à-dire qu'aucun journaliste qui a repris cette information qui est sortie dans le journal de Montréal n'a vérifié cette information. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est comment dire, on n'est pas sur le champ du complotisme ou autre, c'est vraiment du mauvais travail journalistique. OVNI, donc ça, on en entend tous parler, c'est des témoignages qui sont toujours tout à fait honnêtes de personnes qui sont persuadées d'avoir vu des signes, des choses, des flashs dans le ciel et autres, et qui, parce qu'ils ne peuvent pas être expliqués, sont interprétés de telle façon que, enfin en tout cas ceux qui ne peuvent pas être expliqués, parce qu'il y a quand même un grand nombre qui sont expliqués, parce qu'on ne peut pas l'expliquer, c'est forcément extraterrestre. Voilà. Sidonia, là, c'est vraiment une mauvaise interprétation, une interprétation du fait que dans les années 70, on a vu un visage sur Mars qui est en fait une colline, et par la première photo de la sonde que vous voyez là, a été interprétée de façon à ce que c'est les traces d'une civilisation extraterrestre, il y a des habitants sur Mars. Et donc ça, c'est typiquement un sujet qui revient très régulièrement et où, il y a quelques années, la NASA a ressorti les images beaucoup plus précises de survol de cette région pour montrer que en fait, c'était une pareidolie, donc là, piège d'interprétation d'une image. Et bien sûr, on n'est pas allé sur la Lune, où là, c'est tout à fait on est tout à fait dans le complot. Et la lune rousse, alors là, un phénomène très particulier, une circulation d'informations très particulière, là, qui est basée sur la lune rousse, la superlune, toutes ces choses. Eh bien, à la base, concernant la superlune, c'est un communiqué de presse de la NASA, donc venant d'une institution scientifique, qui a voulu faire le buzz et intéresser le grand public sur un phénomène qui est tout à fait scientifique, qui est la Lune au plus proche de la Terre, donc qui est de 10% plus grosse, sauf que 10% plus grosse, on ne voit absolument pas la différence à l'œil nu, sauf que par des effets de... Comment on appelle ça ?
bon, je ne sais plus, de déformation de l'œil, illusion d'optique, voilà. La Lune peut souvent, particulièrement lorsqu'elle est à l'horizon, peut nous paraître plus grosse. Donc, avec tout un tas de un mauvais terme, certainement, en tout cas un terme très maladroit qui est superlune et une interprétation donnée, permise par les journaux généralistes, ça vient à croire, les personnes de très bonne foi viennent à croire que la Lune peut être vue de façon extraordinairement grosse et c'est parce qu'elle est beaucoup plus près. Pour en revenir au scénario de l'animation, en fait, on a proposé un scénario qui est tout à fait, un scénario de base qui peut tout à fait être développé, vous allez le comprendre, selon les contraintes, toujours les contraintes logistiques, organisationnelles des structures. En tout cas, le scénario est tel que on souhaite la bienvenue aux enfants dans la rédaction de Ciel et Monospace. L'animateur étant le rédacteur-chef adjoint de Ciel et Monospace, il est tout seul puisque sa rédaction a pu prendre congé car ils viennent d'envoyer le dernier numéro à l'imprimeur pour impression. Donc, le rédacteur-chef adjoint propose une petite visite et de découvrir en fait le travail d'un journaliste scientifique aux participants. Donc, il découvre la thématique des informations et des fausses informations. Il se balade, il voit un petit peu les bureaux des journalistes. C'est plutôt une mise en situation, immersion. Donc, ils peuvent faire un premier petit exercice sur qu'est-ce que c'est une source et quelle est la différence entre une opinion et un fait, une information. Donc, pendant cet exercice, qui est fait, je vais vous expliquer par la suite plus précisément, qui est basé sur des ressources papier, mais aussi des ressources numériques, et notamment un fil d'information continue qui est un faux Twitter. Je en parlerai par la suite. Là, ils font un premier petit exercice qui les met dans l'ambiance de qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce qu'une opinion. Sauf que, patatras, élément perturbateur, le rédac-chef laisse un message sur le répondeur du rédac-chef adjoint. Il y a un énorme problème dans le dernier numéro qui vient de partir à l'imprimerie. Il y a des fake news qui se sont glissés dedans. Donc, il y a des articles, mais notamment la une du journal, qui est en fait une fausse information. Donc, il faut absolument aider. Il faut absolument les trouver, bien sûr, et les sortir. C'est-à-dire que le message du rédac-chef se coupe au moment où il doit annoncer que telle et telle information sont en réalité fausses et qu'il faut les remplacer. Donc, laissant en panade le rédac-chef adjoint, il demande aux enfants de, bien sûr, les aider et de sauver le dernier numéro, de trouver les fausses informations qui se sont glissées dans le magazine et de les sortir. Alors ça, tout est basé sur donc un ensemble de ressources bibliographiques qui représentent toutes les sources qu'ont utilisées les journalistes pour écrire leur article. Il y a le titre et le résumé de l'article qui est normalement publié dans le dernier numéro. Et aussi, il y a un outil de fond, donc le Wizard dont je vous parlais, qui est en fait vraiment un outil qui permet de dynamiser l'animation, de la rythmer et bien sûr de sensibiliser, voire de former les enfants ou adolescents à l'utilisation des réseaux sociaux. Typiquement, on propose, donc ça c'est un module, c'est très avantageux, c'est-à-dire que c'est un Twitter en environnement fermé. Ça veut dire qu'on peut se faire passer pour n'importe qui sans avoir des problèmes de droit ou autre. Et donc, on peut, ce qu'on appelle créer des séquences. Donc, sur les sujets qui sont traités, il y a tout un tas de tweets de Wiz qui sont publiés pendant l'animation en lien avec les sujets qui sont traités et qui sont étudiés par les enfants
et qui justement permettent bien de les sensibiliser via, en leur montrant quelles informations et quels types de tweets peuvent avoir tel effet. Bien un tweet, quelque chose qui fait beaucoup d'effets, qu'est-ce que ça donne, et surtout qui peut être sur les réseaux sociaux et qui, en tant que personne individuelle ou institution ou grands journaux ou personne d'autorité publique, entre guillemets, quels vont être les différents effets. Quels vont être les différents effets et comment est-ce qu'ils peuvent interpréter ça. Donc, selon les âges qui sont du public, entre 9 et 11 ans, on utilise beaucoup, en tout cas de ce qu'on a vu pour l'instant dans la très courte vie de l'animation pour le moment, c'est que pour les 9-11 ans, c'est beaucoup de la sensibilisation et de la découverte d'un réseau social et juste de son fonctionnement. On a un compte individuel, il y a ce qu'on appelle des tendances, il y a des personnes qui peuvent publier dessus et c'est à nous, la personne qui a son compte, de regarder et de savoir trier un petit peu et d'identifier les comptes et ce qui peut être mis comme information. On reste vraiment sur la sensibilisation parce que pour beaucoup, en fait, les réseaux sociaux, ça reste quand même une nébuleuse. Sauf que dans 1 ou 2 ans, ils auront leur premier smartphone, donc c'est bien de les sensibiliser quand même. Pour les adolescents, pour les plus grands, ce qu'il y a de très intéressant avec cet outil, c'est qu'on peut les faire manipuler. Et donc, pendant l'animation, en fonction de possibilités matérielles de l'animateur, de la structure d'accueil, les enfants vont pouvoir même se faire publier des tweets, voir les effets. Et ça, l'animateur, via la formation, bien sûr, à l'animation et des tutos qui existent, peut maîtriser tout ça. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant pour aller beaucoup plus loin sur l'éducation aux médias et l'éducation à la pratique des réseaux sociaux. Alors, j'anticipe peut-être une question. Le Twitter, on est d'accord que ce n'est pas un outil qui est très utilisé par les 9-16 ans, mais c'est l'outil qui est utilisé dans le milieu journalistique et donc les journalistes l'utilisent beaucoup. Et le principe est quand même le même, c'est-à-dire qu'on retrouve et on peut sensibiliser sur les principes de base d'un réseau social. On utilise un autre pan pendant l'animation qui s'appelle le bottin de la confiance, donc qui là reprend. Donc, quand on a créé l'animation, on est vraiment parti de l'idée de différents outils comme les décodeurs du monde ou en fait aiguiller les participants dans la masse de sources bibliographiques qui peuvent leur être proposées quand même pendant le jeu, et bien d'avoir quelque chose qui les aiguille, en tout cas qui leur donne une idée de l'échelle de confiance qu'ils pourraient potentiellement avoir, en tout cas en fonction de toute la liste des sources, proposer une explication en fait de qu'est-ce que c'est exactement, parce que les jeunes ne connaissent pas forcément ni Le Point, ni Euronews, ni Émission Mystère, et de proposer en fait une échelle de confiance. Et là, je précise de suite, en fait, il s'agit de l'échelle de confiance du journaliste qui a écrit l'article. Et ça, c'est le bottin de la confiance. Typiquement, on en a 2 qui sont proposés dans l'animation au minimum, qui sont représentatifs de l'échelle de confiance des journalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dogme de la rédaction de Ciel et Espace qui propose son bottin de la confiance et qui impose une confiance en telle ou telle source. Mais c'est quelque chose qui est individuel et qui est en fait ce qu'on propose en tout cas, qui peut être tout à fait transférable. En tout cas, c'est représentatif de ce que nous, on fait inconsciemment quand on regarde des informations et qu'on fait confiance plus ou moins à une source. Et en fait, ce bottin de la confiance, il est complètement évolutif dans toute la carrière d'un journaliste et dans toute la vie d'une personne lambda qui, au fur et à mesure, va avoir des thématiques sur tel ou tel sujet dans telle ou telle source, va avoir plus ou moins confiance.
Là, je ne vous l'ai pas mis, mais sur CNews, on était moyen, voire pas très bas. Et là, vu les dernières, je ne sais pas si vous avez vu, on pourra en discuter après, mais vu les dernières publications, les dernières émissions de CNews, on va peut-être encore plus le faire baisser en niveau de confiance. Donc ça, c'est les deux outils qui sont... Enfin, c'est les deux outils. C'est ce qui est proposé pour aider les enfants dans le tri et vraiment de l'information et de l'opinion. Et donc, en revenant au scénario de l'animation, donc ce qu'on propose, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils ont fait, je rappelle, ils ont fait le premier petit exercice de qu'est-ce qu'une opinion, qu'est-ce qu'une information avec un petit exemple. La bascule, il faut chercher dans le magazine les fausses informations qui sont laissées, étudier les sources, étudier ce que le journaliste a fait et décider, en tout cas décider en collectif si oui ou non c'est ce sujet-là ou ce sujet-là est une mauvaise information, et si c'est une mauvaise information, on le sort. Ça, c'est la première partie de l'animation qui est vraiment dédiée à la recherche de mauvaises, vraies ou fausses informations. La deuxième partie qu'on propose, c'est que maintenant qu'il y a, on a identifié les mauvaises informations, le magazine, en fait, il est à moitié rempli. Et bien sûr, la une, c'était une fausse information, donc il faut remplacer la une. Ce qu'on propose en deuxième partie, c'est de faire la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire d'identifier de nouveaux sujets qui sont à mettre dans le magazine. Via le Wizard, donc, qui va proposer des actus où il y a en flash un incendie dans la Station spatiale internationale, un ovni un flash lumineux qui a été vu dans le ciel et qui est en train de faire les buzz. Est-ce qu'il n'y aurait pas un article à faire dessus? Et quelques articles qui ont déjà été préparés à l'avance par les journalistes et qui sont ce qu'on appelle le frigo. Et là, on passe à toute la deuxième partie qui est sur le choix rédactionnel et l'argumentation et qu'est-ce qui, dans la vie d'un magazine, est prioritaire à tel ou tel moment, et qu'est-ce qui fait la décision de mettre tel ou tel article et dans quelle hiérarchie. Donc là, il y a deux exercices qui sont proposés. Le choix des nouveaux sujets qui peuvent être faits en groupe, puis en décision collective de validation de tel ou tel article, on le choisit. Et en deuxième partie, la hiérarchisation et donc le choix de la une. Qu'est-ce qu'on va mettre en une? Donc, qu'est-ce qui va avoir une place extrêmement importante? Et là, ça peut être tout à fait décidé en fonction des contraintes qui sont imposées par la direction du magazine. C'est-à-dire, on a eu 3 appels des institutions scientifiques qui commencent à vraiment être mécontentes de notre traitement de l'information. Et donc, on a quand même notre réputation à tenir. Donc, on va faire quelque chose de froid, qui n'est pas dans le sensationnaliste, excusez-moi. Ou bien une autre contrainte, les ventes sont en chute de 30% sur les 2 derniers numéros. Faire du buzz, il faut qu'on le fasse. Donc, on y va sur le titre racoleur presque. Et ça, en fait, ça peut aiguiller les enfants pour justement choisir la une, donc ce qui va constituer la une image et un titre. Voilà. Hop. Donc là, je vous ai remis des exemples de sources et de sujets qui sont étudiés par les enfants. Donc, les sujets qui sont proposés initialement dans le dernier numéro de Ciel et Espace et qui sont à étudier. Donc, un ancien ingénieur de la NASA témoigne, Armstrong n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Et là, ce que vous voyez derrière, ce sont les sources qui ont été utilisées par typiquement le journaliste pour faire son article. Et là, vous voyez un exemple d'une une qui est construite par les enfants en collectif à la fin de l'animation. Donc, on a 2 sujets avec juste un titre, un sous-titre sur la montagne de glace de Pluton et Ganymède, qui est une lune
Jupiter, dites-moi si je me dis une grosse bêtise, oui c'est ça, une lune de Jupiter, qui possède plus d'eau liquide que sur Terre, et la une qui est consacrée aux femmes dans l'espace. Et à la fin, bien sûr, en souvenir, les enfants ont une belle carte de débusqueur d'un fox qui leur est attribuée par la rédaction. Donc, en fait, tout le principe de cette animation, nous, on propose un scénario classique, c'est-à-dire en 3 heures, 2 fois 1h30, on balaye tout ça, avec de la mise en scène, voilà. Sauf que, toujours, selon les contraintes et la construction d'animation, vous avez la possibilité, c'est une animation qui est aussi à tiroir. Si vous voulez développer beaucoup plus la sensibilisation aux réseaux sociaux et à l'utilisation d'un réseau social, vous pouvez tout à fait développer toute une activité sur l'utilisation et le test du Wither avec, je fais un peu sur une fausse information, comment est-ce que les enfants vont réagir, quels sont leurs rôles dedans et autres. Si vous voulez faire une sensibilisation dédiée, une animation, une activité dédiée au traitement de l'image, c'est-à-dire selon les cadres, qu'est-ce qu'on veut dire et autres, et en fonction de ce qui est pris en photo et du cadre, quels vont être les messages qui vont être diffusés et quelles vont être les informations qui vont en être retirées, c'est tout à fait possible. On a des sujets sur les traitements des images. Si vous voulez faire un truc plus spécifique sur les théories du complot, si vous voulez faire un truc plus spécifique sur les témoignages qui sont tout à fait honnêtes, mais en fait qui mènent qui sont caduques, vous pouvez aussi. Voilà. Et donc, ce qu'on propose, bien sûr, dans le déploiement de cette animation, c'est bien sûr de former et de passer par nos écoles d'astronomie en région et aussi les réseaux partenaires tels que les Franca, c'est de former les animateurs et de former les formateurs. Donc, on est une dizaine de formateurs aujourd'hui à pouvoir proposer des formations pour les animateurs pour qu'ils dispensent l'animation. Et c'est au moins aussi intéressant de former les animateurs, puisque là, vraiment, tout l'enjeu, c'est de les mettre en confiance pour qu'ils dispensent l'animation. Et c'est quand même un sujet, double sujet, qui peut quand même qui les inquiète quand même, en tout cas, ou dans lesquels ils peuvent très vite ne pas se sentir légitimes dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire ou non légitimes sur la question des sujets astronomiques ou des sujets scientifiques, ou non légitimes et pas assez en confiance pour traiter, pour avoir des personnes qui en face d'eux peuvent avoir une défiance envers toute institution et aller à tomber dans des réactions où c'est uniquement du on nous ment. Et ça, tout l'enjeu, c'est de les mettre assez en confiance pour qu'ils puissent dispenser l'animation et faire passer des messages, en tout cas aussi humbles que possible, de dire que, in fine, la méthode scientifique est une méthode qui n'est pas une opinion et qui, en fait, à travers la méthode du journaliste scientifique, comme on l'a proposé, c'est juste de donner les billes pour évaluer en fait la confiance qu'on peut avoir dans telle ou telle source, de pouvoir faire le tri et d'en tirer son interprétation. On propose une initiation au réseau social parce que ça, selon les générations, c'est pas quelque chose qui est évident. Et pour la prise en main de l'outil, c'est complètement indispensable. Et une mise en situation, vraiment, on vous baigne dans le milieu journalistique avec le fonctionnement d'une rédaction, le fonctionnement de la publication d'un journal,
Et aussi, surtout, quels sont les mécanismes qui ont été utilisés, qui ont abouti, sur les sujets qu'on propose d'étudier, qui ont abouti à une mauvaise information. Et là, vraiment, on discute des différents biais, des différentes erreurs qui peuvent être faites, qui amènent à une fausse information. J'en terminerai là, je pense. Donc, il précise certaines choses. Plusieurs agréments sont organisés. Donc là, on en a fait un la semaine dernière. On en fait un à la fin du mois avec le réseau des Francas, chez Franca en Occitanie. On va en faire un en décembre. Et voilà, 2023, on espère bien passer encore plus de encore plus à la vitesse supérieure pour former beaucoup d'animateurs et des formateurs pour vraiment disséminer en territoire l'animation. Sur le public, je précise juste, on est sur du 9-16 ans, mais je pense que, vous l'avez compris, je pense qu'on peut le faire pour des adultes en bibliothèque et en médiathèque, en centre de loisirs, mais aussi à l'éducation, en périscolaire, voire à l'éducation nationale. On a utilisé des sujets autour de l'astronomie pour nous, mais vous voyez bien que selon le mécanisme, on peut tout à fait utiliser d'autres sujets scientifiques en sujet de base à étudier et proposer le même scénario. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Déjà, merci beaucoup, Marie, parce que l'exercice est pas évident hein, quand on se retrouver un peu sans forcément l'interaction avec les participants. Mais en tout cas, je te confirme que c'était très, très clair. Alors, Eric avait l'air de dire que tout à l'heure, éventuellement, il aura un petit mot de complément, mais je ne sais pas. Oui ou non? Pas nécessairement. Après, Pas à ce stade. Donc, plutôt pas à dans ce les stade. échanges. D'accord, ok. Juste une précision quand même, parce qu'elle est importante, pour nous, indépendamment de la formation aux médias et à la détection des infox et surtout à comment fonctionne, on va dire, l'information scientifique dans le monde d'aujourd'hui. Nous, ce qui nous semblait aussi intéressant est d'utiliser l'astronomie comme moyen, on va dire, de comprendre le système d'information ou de désinformation des réseaux sociaux et globalement de la presse en général. Ça avait deux caractéristiques. La première, c'était que c'est très décalé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de vaccin, donc il n'y a pas d'enjeu. Enfin, tout le monde comprend bien que la Terre plate, le créationniste, en fait, c'est assez. Il n'y a pas de conflit vraiment, en fait, sur le fond. Les infox existent, mais personne n'y croit vraiment. Et donc, du coup, l'astronomie permet ce décalage-là, et souvent aussi ce décalage-là avec des adultes ou avec des animateurs sur lequel ça pourrait être un peu plus dur sur d'autres sujets. Et puis l'autre avantage pour nous, c'est qu'on fait de l'astronomie et qu'on fait aussi rêver. Et que pour une fois, on peut faire une activité diurne, c'est-à-dire en journée, pour montrer des belles images, pour parler d'astronomie, pour parler d'espace sur des sujets scientifiques. Et donc, c'est aussi pour nous une méthode de diffuser ou en tout cas de sensibiliser ou de rendre curieux l'astronomie. Donc on joue sur les deux tableaux et donc c'est un bon complément. Okay. Donc là, on va rentrer dans le classique main levée, soit à l'écran, soit si vous avez accès au petit pictogramme. Sachant qu'il y a deux espaces de discussion aussi. Alors, il y a à la fois le petit espace Q et R qui permet de poser des questions, qui est possible à utiliser, mais il y a aussi l'espace de discussion dans lequel moi, j'avais mis le lien vers la lettre, donc qui est aussi un espace possible de discussion écrit. Ça, c'est si vous voulez passer par l'écrit, mais finalement,
aussi bien de prendre la parole. Je sens que Bruno frémit, il a envie de dire des choses. Je réfléchissais à la façon de poser des questions. Alors donc oui, donc je me présente Bruno Calvé, je travaille pour à la fois pour le réseau des MJC Occitanie et j'ai une mission nationale auprès de la Confédération des MJC sur l'animation d'un réseau qui s'appelle Desinfox. Et du coup, j'étais très 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 attentif à la façon dont a été construit le scénario pédagogique, parce que pour le coup, on est clairement dans des intentions très très proches. Et comme je travaille beaucoup avec les Francas en Occitanie, j'étais en train de réfléchir. Donc c'était plus mon visage exprimait mon intense concentration sur les implications et les moyens de coopération locale à venir. Ça, c'est un élément important parce que ce n'est pas l'objectif forcément premier d'un tel webinaire, mais c'est vrai que depuis longtemps, au sein du groupe d'Appui Sciences, on rêve justement que ce dont on parle conduise à des nouvelles coopérations et même à des hybridations après, du coup, parce que c'est aussi à ça que ça peut conduire. Donc, c'est très bien si on peut arriver à faire des choses à plusieurs, voilà, et se rassembler autour de sujets de ce type-là. Bah, du coup, s'il n'y a personne, ouais, nous, c'est clairement la démarche qu'on s'est mis au niveau local. Alors là, c'est très local, c'est dans le département de l'Aude, vu qu'on a un soutien de la CAF pour aller expérimenter des approches justement sur l'accompagnement à l'éducation aux médias, à l'esprit critique. Et donc, je travaille avec des groupes de jeunes des MJC et des Francas sur des scénarios pédagogiques, c'est-à-dire qu'on leur amène des idées et en fait, eux, ils sont les experts qui vont nous dire non, non, mais ça, c'est nul, ça marche pas. Et du coup, on essaye de combiner à la fois les éléments qui, pour nous, sont fondamentaux en termes de méthode et d'approche. Et là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec le propos de tout à l'heure sur la démarche scientifique plus que les scientifiques en tant qu'individus. Et c'est vraiment ça qu'on met au cœur de la proposition qui est faite aux jeunes. Et en fait, on construit avec eux comment ça pourrait être ou plus fun ou comment eux ils le verraient. Donc du coup, on explore, on expérimente des contenus pédagogiques qu'on pourrait après diffuser aux différents réseaux. Oui, Christine, bonjour. Alors, on ne t'entend pas pour l'instant. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Alors, on t'entend moins mal, mais Là, ça doit mieux fonctionner normalement. c'est un peu comme si on était en duplex avec une station spatiale internationale. C'est pas mal par rapport à la thématique. J'aimerais pouvoir vous le faire croire. Hein. Je vais changer de micro et puis je reprendrai la parole après. Je ne vais pas vous embêter si ça ne fonctionne pas tout de suite. Ok. Alors peut-être pendant le petit temps d'interlude et avant que quelqu'un d'autre prenne la parole, dans les éléments de contexte, on peut aussi préciser, parce que c'est un peu inédit, en tout cas dans ces dernières années, le fait que le ministère de la Culture, autour de ces appels à projets éducation, médias, l'information, a mis en exergue la culture scientifique. Et ça, c'est quelque chose de très, enfin, pour lequel on milite aussi depuis longtemps, hein, parce que souvent, le ministère de la Culture nous avait dit tout ce qui traite du domaine des sciences, ce n'est pas vraiment du champ de la culture, sauf si vous faites arts et sciences. Et là, j'ai l'impression qu'avec les nouvelles orientations du ministère, c'est quelque chose qui est
reconnu et systématiquement rappelé dans les différentes réunions. Donc, je trouve que voilà, c'est pas inintéressant. Et du coup, j'en profite pour faire une petite réclame CNAGEP, parce qu'il y a un autre groupe d'appui sur l'éducation populaire et la culture au sens large. Et ce groupe organise un séminaire de travail le 8 novembre, Audrey, ou le 9 novembre? Le mercredi 9 novembre. Le mercredi 9 novembre au CNAGEP, ouvert à toutes les organisations membres du CNAGEP. Et voilà, je pense qu'on attend une trentaine de personnes pour parler droit culturel, éducation populaire, pratiques culturelles. Et je trouverais ça intéressant que les acteurs de culture scientifique, éducation aux sciences puissent y participer. Je ne parle pas seulement aux associations spécialisées, hein, mais également alors déjà, il y a Laura là, qui est là aussi et qui fait partie de ce groupe pour Peuple et Culture, mais c'était ma petite page de réclame pour l'autre groupe de travail. Si je profite du long silence pour commenter ce que tu disais sur le glissement ministère de la Culture. En fait, on commence à avoir des signes qu'effectivement, culture scientifique et technique, etc., commence à se charger pas mal côté Infox, d'une part parce qu'il y avait tout le courant sciences et société, sciences pour et avec la société, etc. Et puis il y a aussi effectivement le courant post-pandémie, en gros. Donc c'est sûr que on voit bien que les financements, ils restent un peu scientistes sur la bonne vieille vulgarisation des sciences, mais ils s'élargissent quand même pas mal du côté esprit scientifique, quoi. C'est clair. Alors Christine, on va réessayer. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Là, c'est parfait. Je suis revenue sur Terre alors. Donc, je me présente Christine Dieudonné, je travaille pour l'association IFAC, qui veut dire Institut de formation, d'animation et de conseil, association qui œuvre dans le champ de l'éducation populaire depuis presque 50 ans maintenant, avec 2500 salariés répartis sur le territoire français, enfin en tout cas sur la métropole. Dans notre association, nous avons un champ de formation et plus précisément un champ d'action auprès des enfants et des jeunes que nous appelons action éducative et citoyenne. On aborde différentes thématiques. Ça peut être l'engagement pour les délégués de classe ou les jeunes élus. Ça peut être des actions sur la santé, sur le respect, sur la citoyenneté. Et toutes elles ont vocation, alors en tout cas c'est notre ambition, à faire de ces jeunes gens des citoyens en capacité de faire des choix éclairés. Ce qui fait que dans notre démarche, nous, on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. On les accompagne plutôt pour qu'ils puissent faire des choix par la suite en ayant en tête, j'allais dire, les avantages et les inconvénients de leur choix. Ce qui fait que nous sommes très intéressés par votre démarche d'esprit critique, puisque on cherche justement à éveiller chez eux cet esprit critique pour qu'ils puissent analyser les choses, prendre du recul et à un moment, comme tout à chacun, faire, on l'espère pour eux en tout cas, les meilleurs choix possibles. Votre approche, donc Info-Intox, c'est déjà un sujet sur lequel nous travaillons avec les jeunes, notamment en s'appuyant sur les réseaux sociaux, sur les fake news, ce genre de choses, mais on n'a jamais pris un prisme, j'allais dire, spécifique. Vous, de ce que je comprends, on est vraiment sur le prisme de l'astronomie. En tout cas, c'est la matière que vous utilisez pour
éveiller cet esprit critique chez les jeunes. Et je me posais la question, puisque ces actions éducatives, elles sont encadrées certes par des intervenants, mais également par des animateurs lambda, des animateurs qui ont le BAFA, qui n'ont comme moi, n'ont pas fait d'études ou ne sont pas spécialisés en astronomie. Je me posais la question pour quelqu'un qui, j'allais dire, découvre le monde de l'astronomie, qui entend effectivement parfois 2-3 choses se dire à la télé. Est-ce qu'avec votre proposition, on peut être en capacité de mener ce parcours, cette animation de manière efficace et j'allais rajouter, et en disant pas trop de bêtises sur l'astronomie, parce que le but, c'est pas de faire de la mauvaise information. Voilà. Bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, en construisant l'animation, on a eu un peu un constat général de dire, en fait, on utilise des sujets en astro, mais en fait, avec les sources qu'on propose et un petit rappel pendant la formation des sujets qui sont traités, qui sont proposés, qu'est-ce que ça veut dire ? Et le fascicule, la liste de matériaux avec lesquels repartent les animateurs à la fin de la formation, c'est tout à fait suffisant pour dispenser de traiter ces sujets. En fait, on propose d'aller avec tous les documents qu'ils ont pendant l'animation. Eux aussi, en fait, peuvent être en maîtrise parce qu'ils ont toutes les sources, tout un tas de sources différentes. Et ils peuvent refaire le cheminement de l'information, de la publication scientifique quand il y en a, jusqu'au traitement très généraliste. Après, vraiment les choses qu'on appelle de base, en tout cas les 2-3 choses à savoir pour maîtriser les sujets, on les propose dans la formation. Et c'est pour ça que aussi Eric disait, en fait, l'animation, elle permet de susciter la curiosité sur notre thématique. Mais en fait, l'objectif vraiment là, c'est d'avoir la méthode du journalisme, d'intégrer la méthode du journaliste scientifique appliquée à un sujet qui est le nôtre. Mais c'est pas, on ne demande pas à être animateur astro forcément. Au contraire. D'accord, je vous remercie pour ces précisions. Alors, je vois qu'il y a l'association Jet d'encre qui est présente autour de la table. Donc, je ne sais pas, Joséphine, si tu m'entends. Bonjour. On ne se connaît pas encore, moi je me permets de te tutoyer. Hein, Oui. Donc, tu es la nouvelle déléguée générale de GEDAN? Oui, c'est ça, ouais. c'est ça. Okay. Depuis un petit mois, c'est assez récent. Donc, je vous écoute et je rattrape avec attention tout ce qui se dit là. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît Jet d'encre ou pas. Non. Eh bien, ça va être... peut-être l'occasion de me présenter principalement. Donc, Jet d'encre, c'est un réseau de journalistes jeunes qui s'adresse aux médias en milieu scolaire ou hors scolaire pour les 11-25 ans. Et évidemment, comme on traite des médias jeunes, on a un gros cursus et de nombreuses actions sur les questions d'éducation aux médias et à l'information. Et cette année, notamment par notre action, on porte l'Observatoire des pratiques de presse, pour l'instant lycéenne, mais on aimerait étendre ça aux pratiques de presse jeunes cette année. On est régulièrement sollicité sur les questions d'Infox, comme vous dites, aussi bien par les jeunes que par nos partenaires institutionnels. Et donc, on aimerait pousser un peu plus nos actions dans ce cadre-là cette année par des tables rondes. Notamment, on va monter une série de conférences de presse jeunes. Donc, c'est des conférences de presse avec des décideurs publics, sauf que ce sont des médias jeunes qui les interviewent sur la question du traitement de l'information sous ses différentes formes, comment les recevoir et comment les traiter.
Donc, c'est vrai que l'angle scientifique en particulier que vous avez abordé aujourd'hui était assez enrichissant. Nous, on fait aussi des formations à destination des jeunes et des accompagnateurs. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir de nouveaux éléments d'exemple à fournir. Donc, voilà en quelques mots pour Jet d'encre. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, là, on illustre, je pense, vraiment ce qu'on souhaite aussi au sein du groupe Sciences du CNAGEP, c'est de pouvoir faire des croisements avec des organisations, pour l'instant, avec lesquelles on n'avait pas forcément eu beaucoup de croisements sur le champ scientifique. Et c'est vrai que tu parles de, moi, je connais votre proposition de formation. Voilà, je pense qu'il y a mais Bruno et puis Christine en parlait aussi, là, des propositions de formation croisées ou d'intervention croisée sur des tables rondes, puisque tu parlais de ça. Je pense que ça pourrait sans doute être un premier pas dans la manière de mieux se connaître les uns et les autres. Et voilà, je trouve que ça serait une belle réussite là, si suite à tout ça, on y arrive. Alors, il y a une question pour toi, Joséphine, dans le chat. Déjà, merci Hervé pour ta proposition enthousiaste. Je serais ravie qu'on puisse en parler bientôt. Et donc, pour préciser pour Christine, notre siège social est à Paris. Et là, cette année, on est en train de relancer parce qu'avec le Covid, comme notre réseau est vraiment composé de jeunes, on avait des réseaux locaux en région qui s'étaient un peu ralentis, qui ont été assez impactés par la crise Covid, comme vous toutes et tous, je suppose. On est en train de les relancer. Et on fait le pari sur 3 régions en particulier cette année de positionner des volontaires en service civique pour accompagner ça. Là où on a des viviers de médias jeunes qui sont bien installés, et c'est notamment l'Île-de-France, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Sachant qu'on avait des réseaux aussi en Aura, on en a dans les Hauts-de-France qui sont en train de se relancer plus timidement. Et pour la première fois cette année, on va aussi mener une action à La Réunion d'ici le mois de février. Voilà, donc là, c'est plutôt des viviers de médias bénévoles qu'on accompagne à distance. Mais sinon, on est à Paris. Alors, je continue mon animation harponnage. Je vois qu'il y a Alice des CMEA. Alors, proposition de prise de parole, parce que c'est vrai qu'avec les CMEA, déjà sur le champ activité scientifique, voilà, vous vous posez là. Vous êtes aussi un des pionniers historiques de ce champ-là. Et également sur le champ éducation aux médias. On est quelques-uns à participer ensemble au collectif Enjeux immédiats, par exemple, avec les CMEA, la Ligue de l'enseignement, la FCPE. Donc, je ne sais pas comment ça résonne pour toi. Et puis peut-être présenter aussi des actions que les CMEA peuvent mener à la fois sur le champ de l'EMI. Je sais que vous travaillez beaucoup sur l'image aussi, c'est très complémentaire. Voilà. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Donc bonjour à tous et à toutes. Donc Alice Chizin, je travaille pour les CMEA sur le pôle médias, éducation critique et à l'information, et aussi avec un pont, moi personnellement, sur les luttes contre les discriminations. Et effectivement, donc par rapport aux différents échanges qu'il y a pu avoir depuis le départ, c'est des sujets qui nous intéressent énormément, sur lesquels on travaille beaucoup. Donc à voir comment on peut créer des ponts les uns et les autres ensemble pour continuer là-dessus. On a un gros dispositif en Normandie qui s'appelle Éducation aux écrans. On touche 10 000 jeunes en Normandie, et il y a pour le lycée plus précisément des parcours qui sont en lien avec l'information, la désinformation, et comment on peut sensibiliser les jeunes à ces questions et comment on peut décrypter l'information et les infox. Donc on a pas mal d'ateliers par rapport à ce sujet-là, et effectivement je pense que ce qui a été présenté au départ peut être totalement intéressant à mettre en lien pour travailler avec les jeunes sur ces questions et sur le côté scientifique.
On a aussi des parcours qu'on a sur notre médiathèque en ligne, Yakamedia, qui sont en libre accès pour travailler avec les jeunes et aussi les enseignants ou éducateurs, animateurs sur tout ce qui est des infox, avec des parcours, des quiz, des petits jeux comme ça. Et on avait aussi travaillé avec l'association Savoir et Devenir sur un parcours qui s'appelle You Verify avec l'utilisation d'InVid pour justement décrypter des images, des vidéos sur Internet par le biais d'InVid, donc qui est un logiciel, une application qui est utilisée pas mal par l'AFP et qui est mis en place par l'AFP. Donc voilà un peu, entre guillemets, les outils pour l'instant qu'on a, et c'est tout ce qui est question esprit critique. Alors ça va être surtout mon collègue Théophile Achladik, qui travaille sur ces questions-là au CMEA avec François Laboulet. Mais on fait aussi beaucoup de formations, de mise en place de formations auprès d'éducateurs, animateurs et dans les établissements scolaires en direct sur ces questions. On a une vingtaine d'associations au niveau territorial. On se retrouve un peu partout, dans toute la France et au sein des DOM-TOM. Et donc, on va travailler à faire des sensibilisations en direct et puis de l'animation de formation auprès d'animateurs. Voilà, de manière assez générale de ce qu'on peut proposer, même s'il y a encore d'autres choses, mais voilà. Merci Alice. J'ai mis dans le chat le lien vers le Yakamedia dont tu as parlé, parce que je ne suis pas sûr que ça soit si connu que ça encore. Je trouve que vous êtes un peu timide sur la communication autour de Yakamedia. Ça mériterait, vu les ressources qui y sont, de faire peut-être une proposition un peu de tam-tam vers l'extérieur, parce que moi, j'en entends parler lors de réunions un peu bilatérales comme ça, là, mais enfin, là, c'est pas bilatéral, mais voilà. Tout à fait. Merci en tout cas. Alors, pour continuer à donner la main, alors après, Philippe, Michael et Sébastien, je ne sais pas de quelle structure vous êtes. Et donc, voilà, pareil, si vous avez des propositions complémentaires, des questionnements à faire. Oui, si vous voulez, je peux dire un mot, en fait. Moi, je suis venu là simplement par curiosité, en fait. J'ai vu passer l'information. Et en fait, cette thématique nous intéressait en tant que président d'un espace de vie sociale en milieu rural, en fait, où on a un gros projet sur éducation aux médias, éducation par les médias, qui va justement aborder toutes les questions de fake news. C'est surtout pour ça que j'étais venu écouter cette webinaire, en fait. Je n'ai pas de questions particulières. J'étais intéressé par tout ce qui s'est dit ce matin, en fait, qui va nourrir notre réflexion. Mais au-delà de ça, je n'ai pas d'autres questions. Par ailleurs, je suis président de la Ligue de l'enseignement de la Somme, en fait, également. Mais je ne suis pas du tout là en qualité de ligueur, mais simplement en qualité de président d'une association rurale qui, comme je le disais un instant, s'intéresse à toutes ces questions-là. Et c'est vrai que nous, on n'a pas du tout approché les choses du côté par le biais de l'astronomie, mais plutôt par le biais des médias et des fake news et de tout ce qui concerne les réseaux sociaux, parce que c'est un questionnement qu'on a au sein de notre conseil d'administration. Et on est plus parti sur la création de du lien social physique au lien social virtuel par le biais d'une approche culturelle, et d'une approche journalistique, en fait. Donc, ce que j'ai entendu, évidemment, nourrit notre réflexion, parce que ça pourra à un moment donné interférer dans notre démarche, mais je n'ai pas de questions a priori. Merci. Alors après, tu as tout à fait le droit d'en parler au sein de la Ligue, de ce projet. Oui, évidemment. Il y a un historique fort aussi entre la Ligue et d'autres associations sur le projet Déclic numérique, Déclic et des médias. Oui, voilà un moyen de continuer à travailler ensemble. Il se trouve que je suis administrateur national également de la Ligue de l'enseignement.
Et nous rencontrons prochainement dans la Somme la déléguée générale. Donc, on aura probablement voilà, à un moment donné l'occasion d'en parler. Alors, Laura, j'ai vu que tu avais remis ta caméra, effectivement, parce que j'avais dit que je voyais des gens sans structure, mais toi, tu es peuple et culture. Donc, j'ai dit tout à l'heure on se côtoyait sur le groupe culture. Donc, à toi. Voilà, donc effectivement, je me disais que j'allais me faire harponner, donc j'ai rallumé ma caméra avant. Donc, je suis Laura de Peuple et Culture, donc, qui est un mouvement national d'éducation populaire. Effectivement, d'habitude, je suis sur le groupe culture du CNAGEP et aujourd'hui, je viens ici un petit peu aussi en tant qu'invitée intéressée extérieure parce qu'on travaille beaucoup sur les questions d'éducation aux médias et à l'information dans notre mouvement. Donc, surtout à travers des activités plutôt ponctuelles d'accueil de journalistes ou de résidence de journalistes qui viendront dans le cadre de ces accueils proposer des ateliers de sensibilisation et de découverte des médias, notamment avec des jeunes. On a aussi on porte en Occitanie, dans le Gard, l'école de la deuxième chance de Nîmes, sur lequel on a un club journalistique, donc avec un groupe d'une dizaine de jeunes accompagnés d'un journaliste qui rédige un journal tous les 6 mois à travers des investigations, à travers des interviews sur les domaines qui les intéressent. Et donc notamment dans ce cadre-là, on est toujours intéressé par l'idée de découvrir des nouveaux supports pédagogiques, des nouvelles démarches innovantes. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui pour découvrir un petit peu ce que l'outil qui était présenté ici, et ça peut être quelque chose, voilà, qui pourrait nous intéresser. À l'école de la deuxième chance, c'est surtout un public de 16-25 ans. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose, un outil qui pourrait être adapté à cette tranche d'âge-là ou pas. Oui, tout à fait. En fait, non, on s'était focalisé en public cible sur les... Alors, au début, c'était les 8-11 ans. Et puis, en voyant les possibilités, en construisant l'animation, on s'est dit, mais pour les ados, c'est génial. Et en fait, à la mise en place, là, on se dit que, en fait, selon jusqu'où on va et quels sujets sont étudiés, on peut tout à fait aller jusqu'à un public adulte, en fait. Donc, pour des 16-25 ans, oui, ça peut complètement le faire aussi. Voilà, du coup, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation qui était très claire et intéressante. Et du coup, je fais moi aussi la petite pub pour notre journée du 9 novembre. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre à cette occasion. Alors, Sébastien a envie de se faire harponner puisqu'il a allumé sa caméra. Vous remarquez que c'est un harponnage, on rejette les poissons à l'eau après. Hein. Oui, c'est sous couvert d'être rejeté à l'eau. Donc, Sébastien Delannoy, moi, je suis là pour la Fédération Léo Lagrange. Je porte un projet qui s'appelle les Newton Room d'éducation, alors plutôt aux sciences, pas tant aux médias, mais je souhaitais découvrir un peu les échanges, les réflexions, nourrir un peu ces réflexions, découvrir les différents projets que vous portez. Du coup, nous, c'est un projet en fait, on développe des salles pratiques de médiation scientifique dans les collèges, ouvertes donc sur les différents établissements scolaires d'un territoire et ouvertes sur le temps extrascolaire pour les maisons de quartier, les centres sociaux du territoire. Où on propose des modules thématiques sur de la robotique, sur des microplastiques, l'environnement, etc. Et voilà, c'est dans le cadre de ce projet que je souhaitais en apprendre un peu plus sur le développement de l'esprit critique chez les jeunes, etc. Le titre du projet, c'est les Newton Room, c'est ça? Newton Room. Okay. Les Newton Room. Je vous enverrai un lien dans le chat très bien. Pour vous présenter ce qu'on a déjà un peu fait, notamment à Angers. Ok.
Alors, j'ai vu qu'il y a Audrey qui a levé la main et puis Hervé. Et il y a peut-être Mickaël, qui est mon dernier poisson non pris dans les filets. Est-ce que… Alors, qui? Non, bah alors Audrey, vas-y. Moi, c'était surtout pour partager une remarque aussi sur un des chantiers qui s'ouvre au CNAGEP et qui, en fait, démarre là à la rentrée, qui a été décidé en AG, en juin. Et donc, il a été décidé d'un cycle de travail pour mieux outiller finalement les membres du CNAGEP sur la compréhension des ressorts autour des idées des extrêmes droites. Et donc, comment mieux comprendre les ressorts de la prolifération d'un certain nombre d'idées d'extrême droite et par ailleurs, l'augmentation aussi du vote RN, mais pas que autour du vote et du parti, mais plus cette avancée des idées des extrêmes droites. Et donc, du coup, il y a un cycle de travail qu'on démarre là, mais il y a eu une première intervention à l'AG de juin. On avait accueilli un intervenant qui était super intéressant, Hugo Paletta. Et en fait, on s'était un peu rendu compte ensemble que sur ce sujet-là également, il y avait aussi un besoin et notamment de toutes ces informations qui sont aussi véhiculées, qui circulent, dont des fausses informations, dont des données qui sont en fait fausses, des chiffres parfois, des données qui sont dites par des personnes en costume cravate. Et donc, du coup, voilà, cette difficulté-là aussi probablement à faire la part des choses. Et donc, la question aussi de la construction de l'esprit critique se posait aussi sur cet enjeu-là et ces questions-là de lutte contre les idées d'extrême droite, quoi. Et donc, il y avait, voilà, on remesurait ensemble l'importance d'avoir aussi de temps en temps des apports très factuels d'histoire, des apports voilà, factuels de données en fait scientifiques. Alors là, plutôt scientifiques au sens sciences, plutôt tout ce qui va être sciences de l'homme. Donc, c'est vraiment des données historiques, des données sociologiques, des données, voilà, mais en tous les cas, des données à un moment donné qui viennent rétablir aussi un certain nombre d'idées fausses. Et sur ces sujets-là aussi, quoi. Donc, ça me faisait vraiment penser à là aussi, sur ce question-là, à une action qui serait aussi de regarder à des moments sur les propos qui peuvent être tenus, ce qui est dit et ce qui est véhiculé, de pouvoir analyser, mieux comprendre, décrypter ce qui est dit et ce qui est véhiculé. C'est aussi finalement un décryptage de l'information, un décryptage et une construction de l'esprit critique. Donc, ça faisait écho, je trouve, à ce travail-là aussi qui est mené. Un petit commentaire de Joséphine dans le chat sur ce que tu viens de dire. J'ai cru entendre quelqu'un qui voulait réagir là, à un moment donné sur ce que disait Audrey, mais je ne sais pas si c'était le cas ou pas. Alors, en attendant, je donne la parole à Hervé qui l'a demandé. Moi, j'avais une remarque à faire par rapport à l'intervention et aux propos de Marie et d'Éric, et puis aussi un petit complément en termes de projets menés par les Francas sur cette dimension d'éducation aux médias et qui peut croiser les questions scientifiques. Donc, nous, notre outil principal d'éducation aux médias et à l'information, c'est la radio. On a historiquement, depuis quasiment les premières radios associatives ou radios libres, on mène des projets radio, FM dans un premier temps, et puis aujourd'hui de plus en plus numérique. Et donc, on a lancé il y a maintenant 4 ans une web radio nationale qui permet de présenter les émissions réalisées par les enfants et les adolescents. Et on a une rubrique dans la grille de programme qui s'appelle « Oser les sciences ». Donc, une rubrique qui parle de sciences. Donc, ça peut être des enfants qui parlent de leurs projets scientifiques qu'ils ont menés, avec une grande part qui est accordée aux enfants qui participent aux Expo Sciences, par exemple.
mais aussi des rencontres avec des professionnels des sciences, des techniques, de l'environnement. Donc voilà, c'est une manière complémentaire je pense, de participer à ça. Et très concrètement, on est en train de réfléchir avec l'AFA à proposer une formation conjointe au mois de janvier, où il y aurait des formateurs et des formatrices qui se formeraient à Infox et en parallèle, des formateurs, formatrices qui se formeraient à la radio avec des temps communs pour croiser les dynamiques de la façon voilà, la plus pertinente possible. Et du coup, une petite parenthèse par rapport à ce que disait Laura, dans notre cartographie de radio en France, on a une radio très importante pour nous dans le Gard, à Sommières, qui s'appelle Radio Sommières, qui est la seule radio permanente d'enfants et d'adolescents en France, qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. Donc, le cas échéant, un raccordement école de la deuxième chance, Radio Sommières, voilà, ça s'étudie si toi tu penses que ça pourrait être pertinent. Parce que pour le coup, c'est une radio qui fonctionne beaucoup avec des grands. On a des très jeunes, mais on a aussi des jeunes adultes qui, en plus, après, franchissent le cap de devenir eux-mêmes les animateurs de la radio. Voilà. Donc ça, c'était voilà, une première approche. Et puis, alors, de façon qui sort de l'éducation aux médias, mais ça pourrait être un sujet peut-être pour une autre fois. On a aussi tout un pan d'activité autour des discussions à visée philosophique. Et par rapport à la question de l'esprit critique, c'est quelque chose de très intéressant parce que justement, sur un même sujet, on essaye de temps en temps de mener des projets scientifiques et des projets philo. Et évidemment, la manière de traiter une question est complètement différente puisque on pourrait dire que, d'une certaine manière, il y a quand même des vérités scientifiques, alors que la philosophie, je paraphrase une revue avec laquelle on travaille qui s'appelle Phileas Autobulle en Belgique, qui dit c'est la revue qui apporte les questions à toutes vos réponses. Donc, on est quasiment dans l'opposé. Et pour autant, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'au niveau pédagogique, ça soit cohérent et qu'on ne perde ni les enfants, ni les animateurs. Et puis, donc, ma remarque par rapport à… Bon, c'est juste pour faire un peu gratte-poil sur ce que vous disiez sur le côté « on ne s'écharpe pas sur l'astronomie ». Alors, peut-être qu'en France, on ne s'écharpe pas, mais il y a des pays, et je pense notamment aux États-Unis, où justement, le créationnisme va venir happer des gens par des sujets très simples comme en fait, non, on n'a jamais marché sur la Lune, la Terre est plate et ça paraît un peu con-con, un peu idiot, sauf qu'on va réussir à capter les gens et à les entraîner vers du radicalisme religieux. Et je pense qu'en France, c'est sans doute, enfin, c'est moins visible, mais ce n'est pas à négliger quand même. Voilà, donc je suis d'accord sur le fait qu'au départ, le sujet est moins prégnant que me faire vacciner, parce que ça, c'est voilà, on en parle à toutes les tables de repas de famille ou de collègues ou de copains. Mais pour autant, je le relativiserai un tout petit peu moins que… voilà. Mais ça, c'est juste pour gratter un peu. Alors, il y a Olivier, puis Eric. Je pense que c'est tous les deux, on est sur la même ligne de réaction à ce que tu viens de dire. En fait, il y a deux aspects dans ce que tu dis, me semble-t-il. Hein. Il y a un aspect, on est forcément, moi, de toute façon, je suis d'accord avec toi et avec tout le monde en règle générale. Donc, en gros, premier aspect, tu as parfaitement raison, c'est-à-dire que les mécanismes, dès lors qu'on est capable de s'accrocher sur le fait que, enfin, disons, de diffuser des infos, des infox sur la Terre est plate, le machin, Mars est plus grosse que la Lune, etc., dans le ciel, etc. Évidemment, on est tout à fait un très bon client pour se faire happer par d'autres, disons, d'autres stimulations d'infox, etc. Ça, c'est complètement vrai. Après, ce que je pense que
disait Marie, et ce que je pense que va confirmer aussi Eric, c'est que dans la discussion avec les gens, l'enjeu est beaucoup moins important dans le travail qu'on peut faire en animation, ce qui permet finalement justement d'analyser des mécanismes et ensuite de les transférer. Donc, je suis complètement d'accord pour dire qu'il y a un vrai danger, que les infox en astro représentent un vrai danger. En revanche, elles représentent aussi une porte d'entrée qui est un peu plus facile à utiliser, quoi. Mais évidemment, après, il y a d'énormes enjeux méthodaux et de confiance et de rôle social, etc., quoi. Ouais, je vais dire quasiment la même chose qu'Olivier, évidemment. Il nous semble en tout cas que pour un animateur qui voudrait parler des infox, parce que c'est quand même assez, pour un éducateur, c'est quand même assez compliqué, on va dire, d'aborder les infox, surtout si en face de lui, il a une population qui est potentiellement déjà infectée, entre guillemets. Donc, c'est vrai que l'astronomie permet ce décalage-là sur un certain nombre de sujets, en tout cas, qui sont pas trop conflictuels, ou en tout cas où il n'y a pas une pression sociale qui mettrait en danger, on va dire, l'éducateur. Donc nous, ça nous semblait intéressant parce que c'est décalé, ça permet de rassurer l'animateur dans cette fonction-là de se réapproprier, on va dire, le décryptage des infox, et quand même de souligner, alors je suis assez d'accord avec toi, globalement, le mouvement existe, hein, sur nos vidéos qu'on produit sur nos chaînes YouTube. Les plus gros commentaires, la plus grosse communauté de commentaires, c'est sur les extraterrestres et c'est sur on n'a pas marché sur la Lune. Et donc, il y a une ribambelle de types. Alors, peut-être que c'est des robots, hein, peut-être que c'est des mecs qui sont un peu à l'est du pays ou je ne sais où, qui effectivement alimentent de façon perpétuelle sur des messages revendiquant le fait qu'on n'ait jamais été sur la Lune ou revendiquant que les extraterrestres existent, quoi. Mais bon, c'est nos meilleurs scores de vidéos, elles sont là, elles ne disent pas ça, elles disent exactement le contraire, évidemment, mais voilà, c'est la nature des réseaux sociaux et le fait que effectivement ça libère une certaine parole, mais qui, à mon sens, n'est pas partagée, enfin, elle pollue, mais elle n'est pas forcément partagée dès qu'on parle en vrai aux gens, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a des interventions complémentaires. J'ai l'impression que ça va être beaucoup maintenant en dehors de la réunion qu'il y a des choses qui vont commencer à se tricoter, à se mailler ensemble. Donc, la Audrey, ce qui sera sans doute précieux, c'est qu'on puisse avoir les coordonnées des uns et des autres, là, si toi, tu les as. Et je trouverais ça intéressant aussi que là, tout ce qui est en train de circuler dans le chat, les ressources qui sont citées par les uns les autres, on puisse les diffuser. En parlant de ressources, moi, je pourrais en citer une aussi. D'ailleurs, au départ, c'est par l'intermédiaire de la Ligue qu'on a été en contact avec eux. On vient de signer, nous, une convention avec Internet sans crainte, qui est un dispositif national qui existe depuis fort longtemps, hein, qui est animé par une société qui s'appelle Tralalaire, structure de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire. Et il propose un dispositif qui s'appelle Ambassadeur Internet sans crainte, qui est très intéressant dans la mesure où il propose des cycles de formation gratuites aux structures ou aux personnes qui sont ambassadrices, sur des sujets qui ne concernent pas tous ce qu'on a abordé aujourd'hui, mais il y en a une partie qui concerne donc le traitement des fausses informations, les réseaux sociaux. Après, c'est aussi la question du harcèlement en ligne ou de la parentalité versus le numérique. Donc voilà, si toutefois c'est un contact qui vous intéressait, je suis disponible pour en discuter ou vous mettre en relation avec les responsables de ce programme. Ils ont un site qui est déjà très bien renseigné, hein, mais voilà.
Donc, si il n'y a pas de propos complémentaires, je pense qu'on va s'acheminer vers la conclusion de ce webinaire qui aura été plus court que prévu, mais c'est un peu normal puisqu'on est quand même moins nombreux que ce qui était annoncé. Mais voilà, c'est aussi l'avantage des webinaires, c'est que même si on n'était pas si nombreux, moi je trouve que c'était très, très riche au regard de l'heure et demie passée ensemble. Ça ouvre des perspectives très, très Ouais. enthousiasmantes. Donc, Olivier, j'ai vu que tu avais levé la main, donc je te Oui, laisse oui. la parole et puis après, on ira vers la conclusion. Oui, je pense qu'on peut échanger là sur les prochaines séances. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'interventions. Vous avez signalé que vous étiez dans des programmes qui étaient envisagés, qui avaient déjà lieu, qui étaient déjà en place. Donc, pour moi, on pourrait programmer, enfin, envisager d'ores et déjà d'autres séances sur d'autres dispositifs. Alors, soit on fait un dispositif par séance, soit éventuellement on en rapproche 2 dans une séance, ou 3, enfin c'est à voir, mais je pense que ça serait intéressant d'abord de voir si vous avez des dispositifs qui pourraient être présentés, et puis qu'est-ce que vous pensez du format qu'on pourrait adopter, quoi. Je te repasse la main, Hervé, là-dessus, peut-être. C'est plutôt la main au tour de table là, parce que Oui, mais pour faire moi tourner. j'allais mettre ça effectivement dans les aspects de conclusion, et puis aussi un rappel pour boucler avec le propos de bienvenue sur le fait que si ça vous intéresse de participer aux travaux du groupe d'appui, voilà, vous êtes les bienvenus. La seule chose qui est demandée par rapport à cette participation, c'est d'avoir le mandat de la structure dont vous êtes membre. Voilà, c'est-à-dire que c'est des individus qui composent le groupe, mais des individus qui sont quand même en lien avec leur fédération, leur association, pour s'assurer que ça fait courroie de transmission le plus possible après avec la structure. Donc après, soit, parce que comme on est sur un groupe qui est très timide, hein, soit on a déjà des propositions directes d'éléments de réponse à Olivier, soit ça peut se faire en différé, on y réfléchit chacun dans son coin en se disant, bah oui, là, ok, j'ai vu le format, il faut que j'ai un programme à présenter en une demi-heure, 3/4 d'heure, le plus en lien possible avec la dimension qui est rappelée dans le courrier de l'année dernière, mais ça peut dépasser ça parce que ce n'est pas la seule manière d'aborder l'éducation aux sciences et par les sciences. Donc là, je vois qu'il y a déjà une proposition. Donc après, il y a des propositions et puis il y a la rythmicité de ces rendez-vous. Ça, pour le coup, c'est typiquement quelque chose dont on pourrait discuter à l'occasion d'une prochaine réunion du groupe d'appui sciences. Donc, ça veut dire qu'en gros, Bruno, tu viens quasiment de cocher la case. Je m'intègre au groupe d'appui sciences du CNAGEP et on t'en félicite chaudement. Mais comme tu l'as fait remarquer, je dois d'abord demander à la conf. Voilà. Oui. Et il y a quand même la question, moi je me posais la question du format. Est-ce que c'est un dispositif par séance ou 2 dispositifs par séance? C'est pour moi une vraie question. Alors on peut en discuter dans le groupe d'appui, mais peut-être on peut avoir un feedback là-dessus. Moi, j'ai mon point de vue à chaud, c'est que s'il y a 2 projets, il faut que ça soit 2 projets qui soient présentés, mais articulés conjointement, hein. Parce que si c'est projet 1 puis projet 2, voilà, ça fait je ne le sens pas très bien. Donc, ça veut dire, et ça serait très intéressant, que les 2 présentateurs, présentatrices, ils préparent le truc ensemble
pour voilà, donner chacun leur point de vue complémentaire, voire différent, parce que voilà, on peut aussi avoir des approches qui ne sont pas forcément les mêmes. Et je ne sais pas si le binôme, une association dite généraliste et une association spécialisée, ça ne serait pas quelque chose d'intéressant aussi. Je ne sais pas, genre MJC et puis Jet d'encre, voilà, ou d'autres, voilà, mais c'est des propositions comme ça, il va falloir qu'on le reprenne. Voir avec les Francas, hein. Parce que pour le coup, moi, mon action régionale s'articule justement avec l'articulation sur la rhétorique, la philo. Donc, il y a moyen. Moi, je ne suis pas contre l'idée. Ok, bah, et donc là, on est en train de… Je vois que Joséphine dit avec plaisir. Donc, voilà, un projet Desinfox, MJC, Franca, Jet d'encre. Ça se… Ce qu'on peut faire aussi, c'est vous proposer dans un mail prochain la date en fait de notre prochain temps. Et puis, pour celles et ceux qui peuvent nous rejoindre à cette date du prochain groupe d'appui, eh ben, soyez les bienvenus. Comme ça, on pourra échanger concrètement sur d'autres temps de webinaire ou d'autres temps d'échange, etc. Mais peut-être qu'on peut aussi faire ça. On ne l'avait pas fixé hein, pour l'instant, Audrey. Si, on a fixé le lundi 7 novembre à 11h. Tout à fait. On avait fixé le 7 novembre, hein, le groupe, c'est ça? Tout à fait, Hervé. C'est pour le groupe d'appui, ça. Ouais, le groupe d'appui. De webinaire. Okay. Donc, le groupe d'appui, OK, 7 novembre, 11h. Donc, voilà. Effectivement, les gens qui sont ici peuvent le noter. Et puis, nous confirmer selon vos envies et vos mandats demandés. Voilà, donc, c'est des réunions qui durent 1 heure, en gros. Voilà. Et dans la bonne humeur, puisqu'on sous-titre le groupe Science et rigolade. C'est important, comme ça fait partie du cahier des charges. Hein. Et c'est une vraie info. Donc, écoutez, voilà, moi je me disais juste une seconde, avec l'esprit d'escalier, est-ce qu'on peut en dire juste un tout petit peu plus sur l'outil de simulation de Twitter? Juste parce que Marie a expliqué l'intérêt que ça avait, et ce n'est pas pour faire de la pub pour un outil plus qu'un autre, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. Tu veux que je détaille un petit peu plus? Oui, expliquer ce que c'est, comment ça marche, mais en 2 minutes. Ok, mais en fait, c'est un outil qui avait été créé à l'origine par une entreprise de gestion de crise et qui proposait via des mises en situation de mettre dans la peau de, je sais pas, grands gestionnaires à HLM, ministères, autres, des personnages, des situations de crise où, par un réseau social comme Twitter, ils simulent des situations, des réactions et comment est-ce qu'il est dans l'idée de former en fait à la gestion de crise les personnels de ces structures-là. Et en fait, c'est via des connaissances croisées de personnes qui gravitent au sein de la fac qu'on a eu vent de cet outil-là. Et l'appropriation justement de cet outil pour un réseau pour les jeunes, pour des réseaux à visée éducative et de prise en main, enfin de sensibilisation à ces outils-là, nous a paru tout à fait pertinente et vous avoue a un petit peu fait basculer la construction aussi de notre animation où vraiment grâce à cet outil on a vu tout un pan qui va au-delà de ce que nous, on fait au quotidien, c'est-à-dire de la presse papier. Et le passage d'informations scientifiques par la presse papier, c'est ce qu'on fait en tout cas, et bien sûr par le numérique avec le site de Ciel et Espace et de l'association, mais en tout cas, à l'origine, nous, c'est de la presse papier. Et là, la sensibilisation à un réseau social, on a vu tout l'intérêt et la façon d'accrocher vraiment d'autant plus les publics et les structures pour sensibiliser en fait aux premiers outils de passage d'une information pour les jeunes qui est un réseau social. Donc
Voilà, je ne sais pas si c'était exactement ce que tu attendais, Olivier. Ok. Mais en tout cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui est hyper intéressant et pour les animateurs, parce que quelle que soit leur génération, ils ont un avis, une appréhension, une expertise qui est complètement différente, et selon leur profil bien sûr. Et aussi pour les jeunes, que ce soit de la sensibilisation juste avant l'appropriation d'un smartphone et donc l'ouverture à tous ces réseaux sociaux, et ou même la pratique en fait de jeunes adultes, voire adultes, adolescents, voire des anciens. C'est d'autant plus intéressant en fait d'avoir cet outil-là pour développer même vos activités, des activités en propre, quoi. On voit vraiment l'intérêt d'aller dessus, quoi. Très bien, merci pour ce complément. Donc, merci à toutes et à tous et un grand merci à Marie pour son intervention. Merci à vous. Donc, on se retrouve au mois de novembre, donc le 7 novembre à 11 h pour une visio, et puis le 9 novembre, puisque vous avez tous très envie de participer à la journée de travail droit culturel, éducation populaire et culture au 10 rue Tholin, dans les locaux du CNAGEP. Voilà. Et autour de ça, ce n'est pas forcément vous, mais n'hésitez pas à transmettre l'information à vos réseaux. Je sais que l'IFAC est déjà inscrit. Les MJC, Raphaël Souris fait partie du groupe de travail, donc ça, vous êtes déjà dedans, mais on peut compléter. Les CMEA, c'est pareil avec Benjamin qui est cheville ouvrière. Laura, elle l'a dit tout à l'heure pour Peuple et Culture. Mais on accueillera avec plaisir Léo Lagrange. Et puis bon, l'AFA, je ne vais pas réinsister, mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, Jet d'encre aussi, si ça t'intéresse. Tout le monde sera le bienvenu. Voilà. Et donc, breaking news, il y a un mandat de la conf. Ça, au moins, c'est de l'opérationnel et de l'efficacité. Très bien. Eh ben, écoute, Bruno, c'est super. C'est une très bonne nouvelle de pouvoir retrouver les MJC dans ce groupe de travail. Voilà, super. Okay. Et donc, je dis au revoir à tout le monde. Est-ce qu'on peut rester avec les membres du groupe 2 minutes pour un point d'info sur la question FONGEP Recherche? Très bien. Voilà, si vous êtes disponible. Il faut peut-être couper l'enregistrement.